J'en profite pour donner les autorisations en même temps. Ok, c'est bon, c'est fait. Alors, on va essayer d'envoyer quelques petits exercices là. Euh, d'accord. Bon, on va faire le cours. Je vais envoyer les exercices plus tard. Parce que je dois prendre le temps de bien structurer les exercices. Ça va prendre du temps. Donc, on va continuer sur le cours rapidement. Bien. Euh, ok. Ok. Nous allons aujourd'hui commencer à travailler avec les boucles. Donc, c'est quoi les boucles en JavaScript? C'est quoi les boucles en JavaScript? Donc, les boucles peuvent exécuter un bloc de code plusieurs fois. L'autre jour, on avait utilisé une boucle, le week-end dernier, pardon. On avait utilisé une boucle qui était la boucle for. Donc, je sais qu'on a déjà vu ça, mais je vais, je fais exprès, en fait, pour faire une petite révision aujourd'hui avec vous en même temps sur les boucles for, pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Comme ça, on a le temps de poser des questions là-dessus en même temps et continuer sur le cours. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. Vraiment pas mal de choses à voir. Bien. Donc, les boucles sont pratiques si vous souhaitez exécuter le même code encore et encore à chaque fois avec une valeur différente. C'est souvent le cas lorsque vous travaillez avec des tableaux. Donc, on a différents types de boucles en JavaScript. JavaScript prend en charge différents types de boucles. Nous avons la boucle for, donc boucle plusieurs fois sur un bloc de code qu'on avait vu l'autre fois. La boucle for in, la boucle for off, la boucle while et la boucle do while. Et l'autre jour, pour ne pas dire le week-end passé, on avait travaillé avec la boucle for. On a vu un peu les particularités de la boucle for. À quoi la boucle for peut servir? On a dit que la boucle for a pour syntaxe qui est écrit ici à l'écran. Et on a eu à faire quelques petits exercices là-dessus avant de se séparer. OK? Voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui,
on va continuer le cours avec l'instruction for in. Donc, voici un petit exemple un petit exercice avec la boucle for. Donc, ici, l'exercice consistait tout simplement à afficher la table de multiplication par 10, de 0 à 10 en tout cas, d'un nombre que vous allez saisir. Donc, si vous saisissez 5, ça va faire 5 fois 0 jusqu'à 5 fois 10. Si vous saisissez 10, ça va faire 10 fois 0 jusqu'à 10 fois 10. Si vous saisissez, je ne sais pas moi, 2, voilà, quel que soit le nombre que vous allez saisir, il va vous afficher sa table de multiplication jusqu'à 10. OK? Donc, j'ai déclaré une variable NB1 dans laquelle cette variable-là va prendre le nombre saisi par l'utilisateur. Donc, prompt entre un nombre pour permettre à l'utilisateur de saisir un nombre. Et ensuite, je crée une fonction multiplication qui prend en paramètre le nombre qui a été saisi. Et ensuite, dans le corps de la fonction, je fais juste une boucle qui commence à 0, qui finit à 10. Et à chaque boucle, le i va être incrémenté de 1. Je ne pas dire le y. Le y va être incrémenté de 1. D'où le y plus à la fin de la boucle. Et qu'est-ce qu'on fait dedans? On fait tout simplement une petite concaténation. Donc, x multiplié par y est égal à ça. Donc, ça, on avait vu ça la dernière fois. Open browser. Voilà. Alors, OK. J'ai oublié de lier mon JavaScript. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, si je mets 5, j'aurai ma table de multiplication jusqu'à 10 de ce chiffre 5. Si je mets 2, pareil. Donc, quel que soit ce que je vais saisir, j'aurai dynamiquement, sans avoir à me casser la tête, voilà, la table de multiplication. Voilà, donc on a vu un peu ce que ce merveilleux truc, cette merveilleuse instruction de JavaScript, qui est la boucle for, peut nous permettre de faire. Voilà. Donc, si jusqu'aujourd'hui, vous avez encore des difficultés avec for, je vais vous demander d'aller regarder les anciennes vidéos. Et de toute façon, j'enverrai un exercice, je ne veux pas dire des exercices, cette semaine. Voilà. Tout de suite, même dès qu'on finit le cours. La boucle for in. Voici tout ça. Alors, l'instruction JavaScript for in parcourt les propriétés d'un objet. Donc déjà, on a déjà vu les objets, même si on n'est pas allé en profondeur. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller en profondeur dans les objets, donc ce qu'on verra. Mais on a déjà vu les objets, on sait ce que c'est les objets, on sait comment manipuler les objets, on sait comment accéder aux éléments des objets. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous donne une instruction qui va nous permettre de parcourir des éléments d'un objet. Parcourir des éléments d'un objet. Et cette instruction-là n'est que l'instruction for in. Voici la syntaxe. Donc, for, key in object, et on met le bloc de code à exécuter, bien sûr, dans les accolades. Voici un petit exemple ici. On a un objet personne, first name John, last name Do, âge 25. Voici notre objet personne. On déclare une variable txt qui prend une chaîne de caractères vide. Lorsqu'on met les griffes comme ça, c'est qu'on veut écrire une chaîne de caractères, un string. Mais lorsqu'on ne met rien, on met juste les griffes et on ne met rien, on appelle ça chaîne de caractères vide. Donc ici, on veut écrire une chaîne de caractères vide.
enfin, on déclare une chaîne de caractères vide dans une variable txt. Et on fait ici un for let. Bien sûr, let pour déclarer une variable. Donc, for let x in personne, txt plus égal personne x plus espace. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement afficher John Doe 25 avec des espaces. Donc, le X correspond à la clé. Je vous ai dit que les objets, ce sont des entités clés-valeurs. C'est comme les tableaux qui ont aussi des clés-valeurs. Donc, clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur. Donc, quand on fait let X une personne, le X correspond à la clé. Et donc, personne X correspond à quoi? Personne X correspond à la valeur. C'est comme si on était dans un tableau ici. Vous voyez les crochets, c'est comme si on était dans un tableau. Mais on n'est pas dans un tableau, on est en train de boucler sur un objet. Et lorsqu'on boucle sur un objet et on veut avoir l'élément de l'objet, on fait comme si on était sur un tableau. Vous voyez un peu? Donc, voici l'exemple expliqué ici. La boucle for in itère sur un objet personne. Donc, l'objet personne qui a été déclaré là. Chaque itération renvoie une clé X. Ce que je viens d'expliquer. Les clés, c'est fname, lname et age. Age, si vous voulez. La clé est utilisée pour accéder à la valeur de la clé. Vous voyez un peu? C'est ce que j'ai dit. La clé X va être utilisée pour accéder à la valeur de la clé. Et la valeur de fname, c'est quoi? C'est John. Lname, c'est Doe. Age, c'est 25. La valeur de la clé est personne X. Et c'est bien ça. La valeur de la clé sera personne X. C'est comme si on écrit, lorsque on est dans la boucle, à la première itération, X correspond à fname. Donc, du coup, personne X va envoyer John. Deuxième itération, X correspond à lname. Vous voyez un peu? Troisième itération, X correspond à âge. Donc, personne X va envoyer quoi? 25. Voici comment on parcourt. Voici comment on boucle les éléments d'un objet. Voici comment c'est fait. Vous voyez un peu? Voici comment c'est fait. On peut utiliser for in, qui est là, sur les objets, aussi sur les tableaux. Alors, on ne peut pas utiliser le premier for sur les objets. Non, ça, on utilise ça sur les tableaux. Si on veut parcourir un objet, on va utiliser for in ou for off. Okay? Mais pour parcourir un tableau, on va utiliser le premier for. Donc, for i égale à temps, i inférieur ou égal à la taille du tableau ou inférieur ou égal à ceci, i plus plus pour incrémenter. Comme vous avez bien pu le voir ici, le for in, il n'y a pas de variable de début, il n'y a pas de variable de fin, il n'y a pas un i plus plus à la fin, il n'y a pas de compteur d'incrémentation. Non, il n'y a pas. Vous mettez juste la clé et l'objet. C'est tout. Donc, pour les tableaux, for variable in array code. Donc, ici, on a quoi? On a notre tableau avec des entiers. Quand on fait for let x in number, le x correspond à quoi? À la clé. Et comment ça s'appelle? Les tableaux en JavaScript ont des clés qui sont gérées de façon dynamique. Lui, sa clé, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc, clé 0, ça va afficher 45. 1, 4, 9, 16, 25 et c'est fini. Donc, voici une autre façon de parcourir des tableaux sans avoir à passer par la première boucle for qui est un peu plus longue. Deux façons de parcourir un tableau. On va faire les deux exemples.
On suppose que j'ai un tableau, OK, table, qui a ces éléments-là à l'intérieur. OK? Et moi, je veux afficher tous les éléments de mon tableau. Je veux parcourir. Il y a deux façons. On peut passer par la première book for. OK? Donc, la première book for, je vais déclarer une variable i. Bon, une variable comme je veux, qui va commencer à 0. I doit être inférieur à la table, à la longueur de mon tableau, donc length. Et le i là, je veux qu'il s'incrémente à chaque fois de plus 1. Et donc, du coup, je fais un document.write table i point, pardon, plus, voilà, même pas, je vais mettre virgule, donc plus, virgule. OK? Donc là, si je viens actualiser ici, voilà, j'ai 45, 5, 6, 78, 9. Donc, première façon de parcourir mon tableau en passant par le premier for. Je peux aussi parcourir mon tableau, donc je mets ça en commentaire, en passant par le for off. Le for in, pardon. Le for in. Donc, je vais dire for let, déclare une variable. K. Bon, vous mettez ce que vous voulez. On va dire Z in table. Je veux que tu fasses ça. Donc, document.write, ici, c'est plus I. La clé, c'est Z. C'est ce qui est là. Et on aura exactement le même résultat. Donc, voici deux façons de parcourir un tableau. Qu'est-ce qui vous paraît le plus facile? Qu'est-ce qui vous paraît le moins long? C'est à vous de décider. Comment vous voulez parcourir votre tableau? OK? Voilà. C'est à vous de décider. Bien. Donc, n'utilisez pas for in sur un tableau si l'ordre de l'index est important. L'ordre de l'index dépend de l'implémentation et les valeurs de tableau peuvent ne pas être accessibles dans l'ordre attendu. Il est préférable d'utiliser la boucle for, une boucle for off ou for each lorsque l'ordre est important. C'est-à-dire, si vous voulez boucler sur votre tableau en allant de 1 à 1, il n'y a pas de souci. Là, l'ordre n'est pas important. Vous pouvez utiliser for in. Mais si vous voulez boucler sur votre tableau en faisant des sauts, vous êtes obligé d'utiliser ça. Parce que c'est seulement avec le premier for là que vous pouvez définir comment vous voulez afficher en fait vos éléments en changeant la valeur d'incrémentation. Ce qui n'est pas possible avec le for in. Bien. Array for each. Donc, la méthode for each appelle une fonction. Une fonction de rappel une fois pour chaque élément du tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Regardez bien ici. L'exemple. On va expliquer l'exemple. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec JavaScript. On déclare un tableau d'entier. On déclare un tableau d'entier, const number. OK? Donc, on déclare un tableau d'entier, const number, avec 45, 4, 9, 16 et 25. On déclare une variable vide
Enfin, avec une chaîne de caractères vide. À la ligne 14, qu'est-ce qui se passe? Numbers, point, for each, my function. My function est tout simplement le nom de la fonction qui a été déclarée ici. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans la définition de for each? On a dit que for each appelle une fonction pour pouvoir marcher. Une fonction. Et donc, quand vous appelez for each, vous devez déclarer une fonction. Sinon, ça ne marche pas. OK? Qu'est-ce que la fonction fait? La fonction prend en paramètre value, index et array. Donc, value va correspondre à tout ce qui est à l'intérieur ici. Donc, on fait txt plus égal value plus br. Ça va tout simplement afficher 45 à la ligne 4, à la ligne 9, à la ligne 16 et à la ligne 25. OK? OK? Bien. Notez que la fonction prend 3 arguments. Donc, la valeur de l'article, l'index et le tableau lui-même en dernier. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre les 3. Quand vous mettez une seule valeur, ça correspond en fait aux valeurs du tableau. Quand vous mettez le deuxième, il correspond à l'index et le dernier correspond au tableau lui-même. Donc, les différents paramètres sont facultatifs. Mais le premier, il est obligatoire. Bien. L'exemple ci-dessus utilise uniquement le paramètre value. Et on dit ici, il peut être réécrit. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est le même exemple qui est en haut, qui est ici. Et vous voyez qu'il y a seulement value qui a été pris, comme je viens de vous expliquer. Vous voyez un peu? Voilà. La boucle for off. La boucle for off. L'instruction JavaScript for off parcourt les valeurs d'un objet itérable. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, d'écrire les questions que vous avez. Donc, ne restez pas là à juste écouter ce que je dis. Si vous avez des questions, toutes les questions sont la bienvenue. OK? Toutes les questions sont la bienvenue. Donc, si vous voulez, un petit exemple sur le for each, il n'y a pas de souci. On va se faire donc un petit exemple sur le for each avant d'entamer le for off. OK? Bien. Donc, rien de sorcier. Vous avez un tableau. Le for each ne marche pas seulement sur les tableaux, il marche aussi sur les objets. Donc, vous avez un tableau et vous voulez itérer là-dessus. OK? Vous avez un tableau, vous voulez itérer là-dessus. Donc, je cherche un bon exemple à utiliser. OK? Alors, bien. Voici un petit exemple ici. Var mot égale 1, même pas 1, on va dire bonjour.
Hello. Hi. Et puis, euh, bienvenue. OK? Et on va utiliser le for each sur notre petit tableau. Donc, mot point for each. Je peux déclarer ma fonction, puisque normalement, elle prend une fonction. Donc, je peux déclarer ma fonction directement à l'intérieur ici, comme écrire une fonction à part. Hein? Voilà, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Je peux créer ma fonction là ou la déclarer à part. Donc, moi, j'écris ma fonction directement ici. C'est généralement ce que je fais en programmation. Mais je vais vous montrer les deux cas. Donc, mot, OK? Point for each. Function, on va mettre ici mot. Puisque mot avec S, c'est tout ça. Et mot MOT correspondra à chaque mot contenu ici. Si je fais document.write mot.length, OK, que je concatène avec un BR et que je vais tester, j'ai quoi? 7529. À quoi correspond 7529? 7529 correspondent à la taille de chaque chaîne de caractères. Et lorsqu'on met length sur une chaîne de caractères, le length va compter tout simplement chaque lettre de cette chaîne de caractères qu'il va retourner sous forme d'entier. Donc, le premier, c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Le deuxième, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. 2, 1, 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voici une utilisation typique de for each. J'aurais pu faire ça, donc déclarer une fonction, donc function my, donc function, je ne sais pas moi, test, hein, j'appelle ça test, OK, test, qui va prendre en paramètre ce même truc qui est là. OK? Ouais. Et à l'intérieur, je fais ça. J'enlève ça. Et à l'intérieur, maintenant, c'est ma fonction test que je vais mettre. Test. Voilà. Alors, je ne sais pas si je dois ajouter le paramètre ou pas, mais je ne pense pas. On va tester ça, voir. Et voilà. On a exactement le même résultat. Donc, je peux déclarer directement ma fonction dans le for each, comme je peux écrire ma fonction à l'extérieur et déposer ma fonction tout simplement dans le paramètre du for each. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les autres qui sont là, est-ce que c'est bon? Ok. Si c'est bon, on poursuit. Ok, monsieur Jonas, parfait. Parfait, monsieur Jonas. Ok. Bien. On a monsieur Yoro et monsieur Fares qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue à vous. On a déjà commencé les festivités. La boucle for off. L'instruction JavaScript for off parcourt les valeurs d'un objet itérable. Tout ça, encore, les boucles, c'est pour parcourir. C'est ce que vous devez comprendre. Les boucles, c'est tout simplement des instructions JavaScript qui permettent de parcourir des éléments. OK? Donc, for off permet de boucler sur des structures de données itérables telles que des tableaux, des chaînes, des cartes, des listes de nœuds, etc. Donc, voici la syntaxe. For off. De toute façon, ce sont les mêmes syntaxes. Hein. Variable. Pour chaque itération, la valeur de la propriété suivante est affectée à la variable. C'est pareil que les mêmes choses. Donc, bouclage sur un tableau. On a un tableau de voiture qui a été déclaré. On a un TXT qui est vide. For let x of car. Ici, c'est off, ce n'est pas in. For let x of car, TXT plus égal x plus br. On boucle sur une chaîne. OK? For x of language, donc language qui est JavaScript. OK? On a un TXT qui est vide qui est là. Et on affiche X et BR. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que le for off, c'est à peu près similaire que toutes les autres boucles qu'on a vues. Similaire dans le sens que il va tout simplement boucler sur les éléments. Bon, de toute façon, c'est une boucle. Hein. Donc, une boucle sert à boucler. OK? Voilà. Une boucle sert tout simplement à boucler. Donc, on va boucler sur les éléments d'un tableau. Donc, le for in, le for off et l'autre for font exactement, pratiquement la même chose à quelques exceptions près. La boucle tant que, donc la boucle while, très, très utilisée en JavaScript. Donc, la boucle while parcourt un bloc de code tant qu'une condition spécifiée est vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici la syntaxe. While, condition. Voilà. De toute façon, ce sont les mêmes syntaxes. Ce sont les mots-clés seulement qui changent. Ici, le mot-clé, c'est while. Exemple. Dans l'exemple suivant, le code de la boucle s'exécutera encore et encore tant que la variable i est inférieure à 10. Vous voyez ici? I égale à 0. On déclare initialement que i égale à 0. Tant que, while, ça veut dire tant que. Donc, tant que i est inférieur à 10, tu affiches le nombre est i. Et tu incrémentes la valeur de i en bas. Donc, while i inférieur à 10, tu affiches ça et tu incrémentes. Donc, la première fois, i égale à 0. Donc, c'est inférieur. Ça affiche. 1, ça affiche. 2, jusqu'à 9. 9 est inférieur à 10, ça affiche. 10. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Automatiquement,
la boucle while arrête son exécution et le programme s'arrête. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est bien compris? C'est bon? Monsieur Yoro et les autres? C'est bon? OK. Si vous oubliez d'augmenter la variable utilisée dans la condition, la boucle ne se terminera jamais. Et cela va planter votre navigateur. Pourquoi? Parce que ici, vous dites que tant que i est inférieur à 10, je vais afficher ça. En temps i égale à 0. Si vous ne mettez pas le i++ dans le while, parce que si vous mettez à l'extérieur du while, ça ne va jamais marcher. Si vous ne mettez pas l'incrémentation dans le while, ça va toujours tourner jusqu'à l'infini. Parce que i sera toujours égal à 0. Donc, ça va toujours tourner jusqu'à l'infini et votre machine va planter. C'est bon, monsieur Atron? Ça peut aller? Kadi, c'est bon? La boucle do while. Donc, la boucle do while est une variante de la boucle while. Cette boucle exécutera le bloc de code une fois avant de vérifier si la condition est vraie. Puis, elle répétera la boucle tant que la condition est vraie. Voici la syntaxe du do while. Do while. Ce qui veut dire fait ce qui est là tant que la condition est vraie. C'est un peu similaire avec le while, avec quelques petites différences. Ici, le do while, il va exécuter un bloc de code tant que une condition est vraie. Donc, fait, do, ça veut dire fait. Donc, fait ce qui est ici, while, tant que la condition est vraie. Voici un exemple qui est là. C'est le même exemple que ce qui était là tout à l'heure. I égale à 0. Donc, fait, do, la même chose, tant que i est inférieur à 10. C'est la même chose. Ouais. De l'autre côté, on avait mis while et on a fait ça. Ici, on fait do while. C'est la même chose. Donc, fais ça tant que i est inférieur à 10. Donc, n'oublie pas d'incrémenter, sinon le script ne va jamais s'arrêter. Ouais, un peu. C'est la même chose. N'oubliez pas d'augmenter la variable utilisée dans la condition. Voilà. Sinon, la boucle ne va jamais se terminer. Comparer pendant et pendant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez lu le chapitre précédent à propos de la boucle for qu'on vient de voir, vous découvrirez qu'une boucle while est sensiblement la même qu'une boucle for, avec les instructions 1 et 3 omises. La boucle de cet exemple utilise une boucle for pour collecter les noms des voitures à partir du tableau cars. Vous voyez ici? Un tableau de voitures, i égale à 0, texte vide, et voilà. For, on ne met rien ici, on met point virgule, cars i, on met point virgule, on ne met rien ici. Et on va afficher toutes les voitures et on incrémente la valeur ici en bas. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais vous conseiller de faire, mais c'est pour vous montrer que les boucles font pratiquement les mêmes choses. Les mêmes choses. La boucle while
la boucle de cet exemple utilise une boucle while pour accéder au nom de voiture à partir du tableau. Voilà, vous voyez, c'est pour vous dire en fait que les boucles font les mêmes choses en fait en JavaScript. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez utiliser dans un cas précis. Moi, en programmation, voici les boucles que j'utilise le plus pour mes projets en programmation depuis que j'ai commencé la programmation. Do while, très rarement. While, très, très, très rarement. Par contre, for in, for off, for each. Voici les boucles que j'utilise beaucoup pour mes projets. Ce sont les boucles les plus utilisées, même dans les tutos que vous allez regarder. Ce sont les boucles les plus utilisées. For in, for off, for each et for. While, do while. Voilà. Ça dépend de vous. Voilà. Dans certains cas particuliers, ça sera intéressant de les utiliser. Mais bon, les autres peuvent faire pratiquement le même travail à quelques exceptions près. Nous allons maintenant entrer dans le cours, c'est-à-dire le bon cours même sur les objets. Parce que là, nous avons vu un peu les objets en survol, mais c'est ici que nous allons bien voir. Est-ce qu'on doit forcément maîtriser les boucles? Oui, effectivement, un développeur se doit de maîtriser les boucles. Vous n'allez pas apprendre une seule boucle et puis vous dire, bon, voilà, moi, je veux juste... Non, 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 vous devez maîtriser toutes les boucles. Vous devez savoir utiliser toutes les boucles. Voilà. Parce qu'il y a des cas où vous allez devoir utiliser tel parce que tel ne va pas bien fonctionner comme vous voulez. Donc, il ne faut pas négliger quelque chose. Il faut tout savoir utiliser. Maintenant, en fonction du cas d'utilisation dans lequel vous êtes, ça sera à vous maintenant de décider si vous voulez utiliser for in, for off, for each, while ou do while. Voilà. Sinon, il faut savoir utiliser toutes les boucles JavaScript. Et même d'ailleurs, les boucles JavaScript, là, quand on va arriver sur PHP, vous allez voir que ce sont les mêmes boucles qui sont aussi sur PHP. Donc, si vous voulez, moi, je vous ai dit depuis le début que si vous voulez que PHP soit facile pour vous, maîtrisez bien JavaScript. Parce que ce sont les mêmes choses. Objet, propriété et méthode de la vie réelle. Dans la vraie vie, une voiture est un objet. Ça, c'est un exemple. Hein. Une voiture a des propriétés comme le poids, la couleur et des méthodes comme démarrage et arrêt. Donc, ici, nous avons une voiture, une Fiat. Car.name Fiat, car.modèle 500, car.weight 850 kg, car.color blanc. La voiture est blanche, elle fait 850 kg. C'est une Fiat 500. Voici les méthodes. Les méthodes, c'est tout simplement les fonctions. Et la dernière fois, je vous ai dit que dans un objet, on peut mettre des fonctions. Je vous ai même montré un exemple dans un projet PHP que je suis en train de faire. Car.start est une fonction. Car.drive, car.brick, car.stop. Tout ça sont des fonctions contenues dans l'objet cars. Toutes les voitures ont les mêmes propriétés, mais les valeurs des propriétés diffèrent d'une voiture à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les voitures ont un nom, ont un modèle, ont un poids, ont une couleur. Mais les valeurs varient. On est bien d'accord. Toutes les voitures ont les mêmes méthodes, mais les méthodes sont exécutées à des moments différents. Chaque voiture peut démarrer, peut rouler, peut garer et peut s'arrêter. Objet JavaScript. Vous avez déjà appris que les variables JavaScript sont des conteneurs pour les valeurs de données. Ce code attribue une valeur simple, fiat, à une variable nommée car. Les objets sont aussi des variables. Mais les objets peuvent contenir de nombreuses valeurs. Ça, vous le savez déjà, on a déjà fait plein d'exercices sur les objets. Ce code attribue plusieurs valeurs, donc Fiat 500 blanc, à une variable nommée car. Vous voyez ici, on a un objet car, type Fiat, modèle 500, color white. Un objet car, la variable car. Donc, lorsque je fais ici the car type is car.type, ça va afficher quoi? Fiat. Ça, vous savez le faire déjà. Les valeurs sont écrites sous forme de paires non-valeurs, donc clé-valeur. Nom et valeur séparés par 2 points. Définition d'objet. Vous définissez et créez un objet JavaScript avec
un littéral d'objet. Ça, vous savez le faire. Comment créer un objet JavaScript? Vous savez le faire au jour d'aujourd'hui. Accolade, clé valeur, virgule, clé valeur, virgule, clé valeur, virgule. Ça, vous le savez le faire. Person.firstname is person.age years old. Ça va afficher quoi? John is 50 years old. Donc, ça va afficher quoi? John a 50 ans. Parce que person.firstname, on a person.firstname, ça va afficher John. Et person.age, 50. Les espaces et les sauts de ligne ne sont pas importants dans les objets. Une définition d'objet peut s'étendre sur plusieurs lignes. Et ça, j'ai déjà fait des exemples sur ça, on a déjà vu. Ce genre d'objet-là, je vous ai dit que c'est bon pour la lisibilité que d'écrire tout l'objet sur la même ligne. Bon, ça, on sait le faire. Propriété de l'objet. Les paires name value dans les objets JavaScript sont appelés propriétés, donc properties. Prénom John, nom de famille Biche, Bordeaux, âge 50, couleur des yeux bleus. Accéder aux propriétés de l'objet. Ça, vous savez le faire. Et tout à l'heure, je viens de vous montrer qu'on peut accéder aux propriétés d'un objet en mettant son nom comme si c'était un tableau. Mais ça, je ne vais pas vous conseiller de faire ça. Je vais plutôt vous conseiller d'accéder aux éléments d'un objet en mettant le nom de la variable, point, le nom de l'objet. La variable contenue dans l'objet, pardon. Que de faire ça. Ça, gardez ça pour les tableaux, pour ne pas vous-même vous embêter. Même si ça marche aussi avec les objets, mais gardez ça seulement pour les tableaux. Pour les objets, faites avec des points. OK? Bien. Méthode d'objet. Ça, c'est ce que vous ne savez pas faire encore et c'est ce que nous allons ensemble gérer ici. Donc, les objets peuvent aussi avoir des méthodes. Les méthodes, ce sont des fonctions. Les méthodes sont des actions qui peuvent être effectuées sur des objets. Les méthodes sont stockées dans les propriétés en tant que définition de fonction. Une méthode est une fonction stockée en tant que propriété. Ça, ce n'est pas sorcier. On va faire ça ensemble tout de suite là. Je vais créer cet objet-là. Const personne égale. C'est un objet. Donc, je suis obligé de mettre les accolades. Fname, pour le first name. C'est quoi? On va dire Noah. J'aime bien mon nom. Lname. Lname, on va dire quoi? Olivier. Et on va dire fav language. PHP. Et on va créer une autre variable qui va s'appeler full name, donc nom complet, full name, qui, elle, sera une, comme c'est défini ici, ouais, ça sera une fonction. Donc, on met function, mais on ne met pas le nom de la fonction parce que le nom de la fonction, c'est full name. Je vais bien vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, function, comme ça. Alors, vous allez me dire, mais attends, coach, qu'est-ce que tu nous dis là? Tu nous as dit que pour créer une fonction, on met function, on met le nom de la fonction, donc la full name, comme ça, avant de mettre les parenthèses et puis faire les accolades. Maintenant, pourquoi tu nous dis que non, ici, on met function, on met parenthèses? Ce n'est pas la même chose. Certes, ce sont les mêmes fonctions, mais ce n'est pas la même chose. Dans ce cadre ici, nous sommes sur une fonction définie dans un cas particulier, quelque part là-bas. Ici, ça, c'est une fonction d'objet. Et c'est comme ça qu'on déclare les fonctions d'objet. C'est comme ça. On ne va pas venir écrire ici function, mettre un nom. Non, ça là, ça ne marche jamais. Le nom de la fonction
vous mettez ça comme un paramètre de l'objet. Vous mettez les 2 points et vous écrivez tout simplement function avec les parenthèses et les accolades. Donc, vous n'allez pas venir mettre sur le nom de l'objet parenthèse. Ça aussi, ça ne marche pas. Vous mettez juste le nom de votre fonction en tant que paramètre d'objet, 2 points, comme on a l'habitude de le faire, et vous écrivez function, parenthèse, avec les accolades. S'il y a des paramètres à mettre, vous mettez les paramètres. S'il n'y en a pas, vous laissez tomber. Vous voyez un peu? Maintenant, qu'est-ce qui a été écrit? Ils ont mis quoi? Return. Return, vous savez ce que c'est? C'est pour retourner une valeur d'une fonction. C'est pour retourner, c'est-à-dire lorsque vous avez fini de faire toutes vos instructions, le return, lui, c'est-à-dire c'est la fin de la fonction, c'est la limite de la fonction, c'est la valeur de retour de la fonction. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Return this.firstName, qu'on concatène avec une chaîne vide ici pour faire l'espace, avec this.lastName. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi this? This, en fait, en programmation, bon, déjà, on va lire ce qu'il y a dans le cours, mais tout simplement, this fait référence à dire, en fait, que récupère le first name qui est contenu dans l'objet dans lequel la fonction est déclarée. C'est tout ce que ça veut dire. This.firstName, this, ça veut dire récupère le nom qui est contenu dans l'objet dans laquelle, enfin, dans lequel, pardon, un objet, dans l'objet dans lequel ma fonction est déclarée. Parce que il peut avoir un paramètre firstName ici. En tant dans ton objet, il y a aussi un firstName. Comment on fait pour différencier les deux firstName? C'est grâce à ce mot-clé this. Donc, lorsque vous mettez this.firstName, l'ordinateur sait que vous voulez récupérer le firstName qui est contenu dans l'objet où la fonction là est déclarée. Est-ce que je me fais comprendre? Bien. Donc, si ici, je fais, on va limiter d'ailleurs le coup même d'ailleurs, avant de venir programmer un peu. En JavaScript, le mot-clé this fait référence à un objet. Quel objet dépend de la façon dont il est invoqué? Le mot-clé this fait référence à différents objets selon la façon dont il est utilisé. Dans une méthode d'objet, this fait référence à l'objet. Seul this fait référence à l'objet global. Dans une fonction, this fait référence à l'objet global. Dans une fonction, en mot strict, this est undefined. Dans un événement, this fait référence à l'élément qui a reçu l'événement. Des méthodes telles que call, apply, bind peuvent faire référence à this à n'importe quel objet. Notez que this n'est pas une variable, c'est un mot-clé. Donc, on ne peut pas déclarer une variable, ça vous le savez déjà. Le mot-clé this fait référence au propriétaire de la fonction. Et c'est ce que je viens de dire. Dans l'exemple ci-dessus, this est l'objet personne qui possède la fonction fullName. En d'autres termes, this.firstName désigne la firstName propriété de cet objet-là. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, quand j'ai fait ici mon return, this.fname, ça va m'envoyer le nom que je vais concaténer puisque je veux le nom complet. Le nom complet. Donc, je vais concaténer ça avec this.lname. OK? Aussi simple que ça. Aussi simple. Accéder aux méthodes d'objet. Comment accéder aux méthodes d'objet? Vous accédez à une méthode d'objet avec la syntaxe qui est là. Objet, point, le nom de la méthode. Voici un exemple typique que nous avons ici. Pour afficher le full name, ils ont mis quoi? Person.fullname. Person.fullname avec les parenthèses. Parce que la fonction ici, c'est fullname. La fonction, ce n'est pas function. Non, function, c'est un mot-clé. La fonction, c'est fullname. Person.fullname, ça va afficher le nom complet. Donc, si ici, je fais ça,
Ça va tout simplement afficher Noah Olivier. Vous voyez un peu? Et voilà. Donc, c'est pas ceci. Vous voyez un peu? C'est pas ceci. C'est juste de la programmation. Si je vais afficher PHP, ne pas dire, si je vais afficher, si les Fav Language sont un tableau, par exemple, OK? Si les Fav Language, c'est un tableau, comme ça, et que dedans, j'ai PHP, j'ai quoi d'autre? J'ai HTML, OK? J'ai C Sharp, j'ai quoi encore? J'ai quel autre langage encore? J'ai Python, OK? J'ai Scala, OK? Tout ça, c'est un langage de programmation, hein, on ne verra pas. Pour ceux qui aiment la programmation, vous allez découvrir ce langage de programmation si vous faites des formations un peu plus avancées. Mais en tout cas, les formations Scala, Python, C Sharp sont assez chères. Voilà, parce que ce sont des langages qui ne sont pas vulgarisés. Voilà. Donc, voilà. Et je vais afficher tous mes langages de programmation. Je ne vais pas afficher qu'un seul. Comment on fait ça? Simple. Je vais créer une fonction que je vais appeler all language pour dire tous mes langages, qui est une fonction. Qu'est-ce que je vais faire? For let x in. Bien même, je ne vais même pas m'emmerder avec ça. Je vais mettre off pour ne pas avoir à venir redéclarer la variable. Donc, for let x off with point fav language. Je vais déclarer ici une variable let txt qui sera égale à une chaîne de caractères vide. Donc, pour tous les éléments qui sont contenus dans this.favlanguage, donc this.favlanguage, c'est ce tableau-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout simplement faire txt plus égal, pour une concaténation, ça, vous savez déjà, txt plus égal, vous savez ce que ça veut dire. On a déjà vu ça il y a longtemps. Donc, txt plus égal x que je vais concaténer tout simplement avec mon petit br. Et à la fin ici, puisque je dois faire une valeur de retour, je fais return txt. Et c'est tout. Si je fais document.white, personne, point, all language, parce que all language, c'est une fonction, je mets donc les parenthèses et que je viens actualiser, j'ai tous mes langages de programmation. PHP, HTML, C#, Python, Scala. Rien de sorcier. C'est que de la programmation orientée objet. C'est-à-dire JavaScript, même son vrai là. C'est ça qui est là. Question. Si pas de questions et que c'est bien compris, merci de réagir pour qu'on puisse avancer.
Monsieur Guy nous dit qu'il a compris et les autres? Monsieur Atron nous dit qu'il a compris. Koné Kadi, compris. OK, super. J'espère que vous avez vraiment compris hein, parce qu'il y a les exercices qui vont pleuvoir là. Monsieur Fares, je suis sûr que c'est bien compris. Ah, ça, les exercices qui vont pleuvoir. Hein. Ça, je vais envoyer ça tout à l'heure. Dès qu'on finit la formation, je bombarde. Voilà. Actuellement, je suis comme le président Poutine. Je bombarde. Bien. Bien. Si vous avez compris, les fonctions d'objet, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bien. On poursuit donc. Ne déclarez pas les chaînes, les nombres et les boolets en tant qu'objet. Lorsqu'une variable JavaScript est déclarée avec le mot-clé new, la variable est créée en tant qu'objet. Ça, j'ai dit ça la dernière fois, quand on avait le new date. Je l'ai dit ça la dernière fois sur le new date. X égale à new string. Y égale à new number. Z égale à new boolean. Évitez les objets string number boolean. Ils compliquent votre code et ralentissent la vitesse d'exécution. Les events JavaScript, les événements JavaScript. Les événements HTML sont des choses qui arrivent aux éléments HTML lorsque JavaScript est utilisé dans les pages HTML. JavaScript peut réagir avec les événements HTML. Les différents événements HTML. Un événement HTML peut être quelque chose que fait le navigateur ou quelque chose que fait un utilisateur. Voici quelques exemples d'événements HTML. Une page web HTML a fini de se charger. Un champ de saisie HTML a été modifié. Un bouton HTML a été cliqué. Souvent, lorsque des événements se produisent, vous voudrez peut-être faire quelque chose. JavaScript vous permet d'exécuter du code lorsque des événements sont détectés. HTML permet d'ajouter des attributs de gestionnaire d'événements avec du code JavaScript aux éléments HTML. Dans l'exemple suivant, un attribut onClick avec code est ajouté à un élément button, donc à une balise button. Donc, button onClick, document.getElement by ID demo.innerHTML date. The time is, et ça va afficher la date. Dans l'exemple ci-dessus, le code JavaScript modifie le contenu de l'élément avec l'ID démo. Dans l'exemple suivant, le code modifie le contenu de son propre élément en utilisant this.innerHTML. Donc, lorsqu'on fait un on-click this.innerHTML date, ça va modifier, à cause du this, ça va modifier le bouton et pas un autre. Alors qu'ici, ça ne va pas modifier le bouton, mais le P. Lorsqu'on va arriver sur la manipulation du DOM, on reviendra sur les événements JavaScript. Pour le moment, vu qu'on n'a pas encore vu la manipulation du DOM, ça sera un peu bizarre pour nous. Mais on verra la manipulation du DOM. On va commencer aujourd'hui et finir avec ça, avec JavaScript, la semaine prochaine. Événement HTML courant. Donc, voici une liste
de certains événements HTML courants. On change. Lorsqu'un élément HTML est changé, on clique. Lorsque l'utilisateur clique sur l'élément HTML. On mouse hover. Lorsque l'utilisateur bouge sa souris sur un élément HTML. On mouse out. Lorsque l'utilisateur bouge sa souris en dehors d'un élément HTML. On key down. Lorsque l'utilisateur est en train de saisir, donc push et keyboard key. Donc, lorsque l'utilisateur est en train de saisir, voilà, lorsqu'il touche les touches de votre clavier, vous pouvez faire des événements sur ça. On load. Au chargement de la page. Donc, lorsque la page a fini de charger. The browser has finished loading the page. Donc, lorsque la page a fini d'être chargée. OK? Voilà. On a aussi on key up. Donc, lorsque vous arrêtez la saisie. Il y a plein d'événements JavaScript. Ça, c'est quelques événements JavaScript courants. Mais il y en a plein. Donc, la liste, vous l'avez ici, directement dans le PDF que je vous ai envoyé. Vous avez la liste de tous les événements JavaScript. Les voici qui sont là. Vous voyez, il y en a une panoplie. Mais bien évidemment, tout n'est pas à être utilisé. Parce qu'il y en a que les gens utilisent pour du jeu vidéo et pour d'autres choses. Pour le web, voilà, c'est quelques-uns. Et ceux qu'on utilise pour le web, là, c'est ça qui a été mis ici. Voilà. Gestionnaire d'événements JavaScript. Les gestionnaires d'événements peuvent être utilisés pour gérer et vérifier les entrées de l'utilisateur, les actions de l'utilisateur et les actions du navigateur. Chose à faire à chaque fois qu'une page se charge. Chose à faire lorsque la page est fermée. Action à effectuer lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton. Contenu qui doit être vérifié lorsqu'un utilisateur saisit des données et bien plus encore. JavaScript, je vous ai dit au début de la formation de ce cours JavaScript-là que lorsque sur un site, vous voyez beaucoup de dynamisme, à 99%, c'est JavaScript qui a été utilisé pour faire ce dynamisme-là. OK. De nombreuses méthodes différentes peuvent être utilisées pour permettre à JavaScript de fonctionner avec des événements. Ah, on va attaquer le DOM. Et c'est ce que la majorité de vous attendent parce que j'ai reçu beaucoup de messages où on me dit, mais attends, coach, on a commencé JavaScript. Mais ce qu'on fait là, ça n'a rien à voir avec HTML, CSS, c'est les mathématiques, c'est voilà, les calculs, c'est les trucs. Bon, JavaScript, là, on utilise JavaScript comment avec HTML, CSS? Ça, JavaScript est très vaste. Comme je vous ai dit, JavaScript permet de faire des jeux vidéo, de plein de choses, des cartes et tout ça et tout ça. La partie de JavaScript qui permet de manipuler, pour ne pas dire qui permet d'interagir avec HTML et CSS, on appelle ça le DOM. On appelle ça le DOM. D-O-M. DOM. Et c'est cette partie de JavaScript-là qui nous permet de manipuler les éléments HTML et CSS. Mais avant d'attaquer le DOM, vous devez maîtriser les fonctions, les variables et tout ça et tout ça. Parce que sans ça, vous serez perdu sur le DOM. Raison pour laquelle, avant de faire le cours sur le DOM, dans toutes les formations JavaScript, en tout cas, les bonnes formations JavaScript, que ce soit Open Classroom, que ce soit Udemy, que ce soit toutes ces formations-là, NAN et tout ça, ils vont d'abord vous apprendre la programmation JavaScript orientée objet, les fonctions, comment déclarer les fonctions, comment travailler avec les objets. Ils vont vous apprendre ça d'abord avant maintenant de rentrer dans la partie du DOM pour ne pas que vous soyez perdu. Voilà. Bien. Donc, vous en apprenez beaucoup plus sur les événements, les gestionnaires d'événements dans les chapitres HTML sur le DOM. Et nous allons attaquer le DOM tout à l'heure. Et c'est vraiment très, très intéressant le DOM. C'est vraiment très, 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 voilà. Parce que c'est là qu'on va manipuler le HTML, le CSS avec notre petit, voilà, notre petit JavaScript. Donc là, à ce stade-là, vous devez vous assurer que vous avez un fichier CSS qui est bien lié. Vous avez un fichier JavaScript qui est bien lié aussi. Voilà. Mon JavaScript, là, je vais le mettre juste en dessous de mon body ici. Parce qu'on va commencer à écrire des lignes de code HTML. Bien. Donc, une fois que vous avez bien lié vos HTML et vos
avec votre CSS et votre HTML, avec votre JavaScript, on peut commencer le DOM. OK? Et on attaque aujourd'hui le DOM. Tenez-vous bien à carreau. Accéder aux éléments dans un document avec JavaScript et modifier leur contenu. DOM. L'interface DOM va nous permettre de manipuler le contenu HTML et les styles d'un document. Donc, style, c'est CSS. Hein. Quand vous entendez style, c'est CSS. Pour manipuler du contenu HTML déjà présent sur la page, nous allons cependant avant tout devoir accéder à ce contenu en question. Nous allons voir différentes propriétés et méthodes nous permettant d'accéder aux éléments HTML. Accéder à un élément à partir de son sélecteur CSS associé. La façon la plus simple d'accéder à un élément dans un document va être de le faire en le ciblant avec le sélecteur CSS qui lui est associé. Et sélecteur CSS, déjà, qu'est-ce que vous entendez par sélecteur CSS? Qui peut me dire les deux sélecteurs CSS que nous connaissons? Il y en a deux. Écrivez-moi ça. Les deux sélecteurs CSS. La personne? Ok. Personne. Les deux sélecteurs CSS, c'est tout simplement ID et classe. C'est tout. ID et classe. Ce sont ces deux-là, on prend pour faire des manipulations en CSS. Voilà. Donc, ID et classe, ce sont les sélecteurs CSS. On a aussi d'autres sélecteurs comme P ou H1, enfin, le nom de la balise. Voilà. Ce sont les sélecteurs CSS. Donc là, si vous-même, vous ne connaissez pas les sélecteurs CSS, ça, c'est compliqué. Bien. Deux méthodes nous permettent de faire cela. Les méthodes Query Selector et Query Selector All, qui sont des méthodes de mixing parent node et qu'on va pouvoir implémenter à partir des interfaces documents et éléments. La méthode Query Selector retourne un objet élément représentant le premier élément dans le document correspondant au sélecteur ou au groupe de sélecteurs CSS passé en argument ou la valeur nulle si aucun élément correspondant n'est trouvé. On va lire et puis on va pratiquer. La méthode Query Selector All renvoie un objet appartenant à l'interface NodeList. Les objets NodeList sont des collections de nœuds. L'objet NodeList renvoyé est une liste statique, c'est-à-dire une liste dont le contenu ne sera pas affecté par les changements dans le DOM. Des éléments du document qui correspondent au sélecteur ou au groupe de sélecteurs CSS spécifiés. Pour itérer dans cette liste d'objets NodeList et accéder à un élément en particulier, on va pouvoir utiliser la méthode forEach ou forOff. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer sur les fondamentaux de JavaScript avant d'attaquer la manipulation du DOM. Vous voyez? forEach, forOff. Cette méthode prend une fonction de rappel, un argument, et cette fonction de rappel peut prendre jusqu'à 3 arguments optionnels qui représentent l'élément en cours de traitement, l'index et l'objet. Et ça, on a vu forEach tout à l'heure, ça prend 3 paramètres, on ne vous apprend rien de nouveau, vous le savez. Par ailleurs, notez que les deux interfaces document et element implémentent les méthodes Query Selector ou Query Selector All qui vont donc produire des résultats différents selon qu'on les utilise dans des objets de document ou de element. Lorsqu'on utilise Query Selector ou Query Selector All avec un objet document, la recherche se fait dans tout le document. Lorsqu'on utilise l'une de ces méthodes à partir d'un objet élément, la recherche se fait parmi les descendants
de l'élément sur lequel on applique la méthode en question. Et la hiérarchie qu'on a eu à faire en CSS, c'est cette même. En tout cas, la hiérarchie est très strictement respectée en JavaScript. Si vous avez des problèmes avec la hiérarchie dans la sémantique, vous aurez des gros soucis avec la manipulation du DOM. Et quand je parle de hiérarchie, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, en HTML, par exemple, on a un parent div comme ça. Et à l'intérieur, on a un H1. OK? Après, on a un P. Dans le P, on a un strong. Voilà. C'est de cette hiérarchie-là que je parle. Strong est un enfant de P. P est un enfant de div. P a pour frère H1. Div a pour frère l'autre div qui est là. Voilà. C'est de cette hiérarchie-là que je parle. Si vous avez des problèmes avec cette hiérarchie, ça ne sera pas facile pour vous. Et voici quelques petits exemples. OK? On va voir l'exemple qui est là et on va coder nous-mêmes. On a dans notre HTML ici, H1, classe bleue, titre principal. PID, P1, un paragraphe. Div, cette div-là contient 2 paragraphes. Un paragraphe dans le div, P classe bleue, un autre paragraphe dans le div. Et ensuite, on a un autre paragraphe juste en dessous de la div. JavaScript maintenant. Document. Point query selector P. Point text content égale premier paragraphe du document. Nous avons ici combien de paragraphes? 1, 2, 3, 4 paragraphes dans notre document. C'est pour ça que je parle de hiérarchie. Il faut bien respecter la hiérarchie. C'est pour ça qu'il faut bien indenter votre code. Nous avons combien de paragraphes? 1, 2, 3, 4. Nous avons 2 classes bleues. Un H1 avec la classe bleue, un P avec la classe bleue. Quand ici, on fait document.querySelector P.textContent, ça va seulement récupérer ce premier paragraphe-là, lui seul. Les autres ne sont pas concernés. Lorsque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites un document.querySelector d'un élément, même s'il y en a 150 000 dans votre page, c'est seulement le premier élément que l'ordinateur va trouver. C'est celui que vous allez appliquer ce que vous voulez appliquer. Les autres qui sont bas ne seront pas pris en compte. Donc, quand ici, on fait text content, donc on a déjà vu tout ça, hein, inner HTML, text content, pour modifier les choses du DOM, on a déjà vu ça. Donc, text content, ça veut dire remplace ce qui est dans le texte. Donc, le texte, c'est un paragraphe. Ça va modifier ça et ajouter premier paragraphe du document. Donc, ça va modifier ça ici. Ensuite, let document div égale document.querySelector div. Donc, document.querySelector div, ça va récupérer la div qui est là, avec tout ce qui est dedans. Ça va récupérer ça. Et ici, qu'est-ce qui a été fait? Ça a été fait qu'on récupère la div qu'on stocke dans une variable qui s'appelle document div. On récupère la div là et on stocke ça ici. Document div point query selector p point text content. Qu'est-ce que ici ça va récupérer? Quand je fais document div point query selector, ça va récupérer le premier paragraphe qui est contenu dans la div. Et ça va lui donner ce texte. Parce que j'ai fait le query selector pas sur le document total, parce que quand on fait document comme ça en minuscule, ça va chercher sur toute la page. Mais quand vous faites le query selector sur un élément, ça va chercher à l'intérieur de l'élément. Donc ici, document div correspond à la div qui est là, qui a été récupérée et stockée ici. Donc quand je fais query selector P dessus, ça va récupérer que le premier paragraphe qui est contenu dans la div.
Alors qu'ici, quand je fais ce query selector sur le document, ça va récupérer le premier paragraphe qui est contenu dans toute la page. Donc, faites très attention. La manipulation du DOM, faites très attention. À la ligne 12, document.querySelector p.blue. P.blue, ça va récupérer quoi? Ça va tout simplement récupérer, regardez, on dit p.blue. Donc, et puis on a pris quoi? On a pris document. Document, ça fait quoi? Ça cherche sur toute la page. Donc, voyez ce que l'ordinateur va faire. On se met à la page de l'ordinateur. L'ordinateur voit qu'ici, c'est quoi? C'est document query selector p.blue. Ça veut dire qu'il doit chercher quoi? Un paragraphe qui a la classe blue. Enfin, pardon. Parce que qui a la classe bleue. Donc, il va venir, il va regarder H1. Ce n'est pas un P. Donc, il ne va même pas chercher à savoir même si la classe blue ou pas. Parce que ce n'est même pas P même. Le deuxième, c'est un P. OK. Est-ce qu'il a une classe bleue? Non, il le laisse. Ici, c'est quoi? Div? Non. P, c'est un P. Est-ce qu'il a une classe bleue? Non. Celui-là, c'est un P. Est-ce qu'il a une classe bleue? Oui. C'est fini. Il ne va même pas. C'est-à-dire, même s'ils sont 50 à avoir classe bleue, il ne va même pas chercher les autres là. Il va se bloquer sur le premier. Lui, dès qu'il trouve là, c'est fini. Il ne va plus encore chercher quelque part. Donc, c'est celui-là qui va modifier la manipulation du DOM. Enfin, il va manipuler le DOM. Il va modifier l'élément. Et qu'est-ce que j'ai fait ici comme modification du DOM? Point style, point color égale blue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce paragraphe-là, je veux que la couleur du texte devienne bleue. C'est tout. C'est ce qui est écrit ici en JavaScript là-haut. C'est ça qui est là. Document.querySelector p.bleu. Donc, il va le récupérer ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Style.color. Ça veut dire, je modifie le CSS avec JavaScript. Donc, style.color égale blue. Ça veut tout simplement dire la couleur de ce paragraphe-là, le texte-là. Mais c'est en bleu. La raison pour laquelle je vous ai dit, si vous avez des lacunes en CSS, en HTML, JavaScript ça sera compliqué pour vous. Quand je disais ça, les gens pensaient que non. Ben, depuis, on est arrivé dans DOM maintenant. Voici HTML, CSS maintenant devant vous. Hiérarchie, c'est couleur, changement de couleur, c'est là. Mais cette fois-ci, maintenant, on fait ça avec JavaScript. Voilà. Ligne 13. Let document para égale à document.querySelector all. Ici, il y a un all. Regardez, il y a un all A2L qui s'est ajouté. Ici, là, c'était quoi? QuerySelector. Ici, c'est quoi? QuerySelector all. A2L. All, c'est en anglais. Ça veut dire tout. Donc, du coup, quand vous faites QuerySelector all, il ne va pas se limiter seulement au premier P. S'il y a 900 000 P sur votre page, il va récupérer les 900 000 P parce que vous avez mis all au QuerySelector. Sinon, quand vous mettez QuerySelector simplement, il va récupérer que hein? Il va récupérer que le premier qu'il va trouver. Mais quand vous ajoutez le all dessus, il va récupérer tous les paragraphes, enfin, pas seulement paragraphes, hein. En tout cas, si c'est div, vous allez mettre ici, si c'est strongo, si c'est quoi, en tout cas, l'élément sur lequel vous allez mettre là, il va ramasser tout. Il va vous envoyer ça. Ce que vous voulez faire là, faites ce que vous voulez avec ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc ici, il a ramené tout. Mais lorsqu'il ramène tout comme ça, c'est un objet qu'il envoie. Un objet de type NodeList. Mais dessus, c'est un objet. On ne va pas venir faire style.color blue ou bien test content. Ça ne va jamais marcher. Parce que pour pouvoir modifier quelque chose d'un objet là, on a vu ici les objets. Pour pouvoir modifier quelque chose d'un objet, il faut accéder à cet élément en question. Ce n'est pas sur l'objet comme ça, on vient déposer quelque chose. Ça ne va jamais marcher. Parce qu'un objet là, c'est un ensemble de plusieurs variables. Dans un objet, il y a plusieurs variables dedans. Ce n'est pas une seule variable. Donc, vous ne pouvez pas venir dire non, bon, voilà. Moi, j'ai mon. Voilà. Par exemple, ici, document para égale à document.querySelector P. Ça vous envoie 50 P. Et puis, vous dites, bon, P.textContent. Et puis, vous mettez ce que vous voulez. Ça ne va jamais marcher. Jamais. Ça va avoir grosse erreur rouge dans votre console comme ça. Bien rouge. Ça ne va jamais marcher. Vous devez faire quoi dessus? Vous devez boucler avec for each. Vous devez boucler. C'est pour ça qu'ici, là, ça a été bouclé. Il faut boucler. Donc,
Vous qui pensez que non, tout ce que je vous montrais au début là-bas, là, ça ne servait à rien. Voici for each qui est là. Vous voyez ça? Donc, si on avait commencé sur le DOM, vous allez dire, mais for each là, c'est quoi? On vient de vous montrer for each. Donc, il faut commencer d'abord par les bases de JavaScript avant d'attaquer la manipulation du DOM. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Let div para. Document div.querySelector all p. Donc, document para, ici, on a mis quoi? Document. QuerySelector all. On va récupérer tous les p de la page. Div para. Document div. Document div, c'est une variable qui correspond à la div qui est là. QuerySelector p, ça va récupérer que les deux paragraphes qui sont contenus dans la div là. Faites très, très attention. Document para, point for each. Donc, document para, c'est tous les p de notre page. Donc, on va boucler dessus pour pouvoir modifier chaque paragraphe individuellement. Donc, for each, on dit ça prend une fonction. Donc, voici la fonction. Le premier, c'est la valeur. Le deuxième, c'est l'index. Donc, non correspond à l'élément sur lequel on est. Parce qu'on a dit que non, c'est la valeur. Donc, non.textContent plus égal paragraphe numéro index. Index correspond à l'index. Donc, soit 0, 1, 2, 3. Donc, ça sera le premier paragraphe ici, ça sera paragraphe numéro 1, paragraphe numéro 2, numéro 3. Et ici, ça sera paragraphe numéro 4. Même l'index, mais c'est 0. Donc, paragraphe numéro 0, numéro 1, 2 et 3. Parce que l'index de démarrage, c'est 0. Et voilà. Est-ce que c'est bien compris la manipulation du DOM? Déjà à ce niveau ici. Ou vous avez des questions? Alors, les gars, vous avez des questions ou est-ce que c'est bon? Ok, monsieur Atron. Ok. Et les autres? Les autres? Les autres?
Non, 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 non. J'ai dit qu'on met le script en dessous du body. On met le script en dessous du body. Mais vous voyez bien ici, le script se met en dessous du body, pas en haut dans le link, en dessous du body. Le script, JavaScript doit être la dernière chose à être chargée sur la page. OK. Bien. On a un petit message. Non, mais on associe le script et le CSS, mais le script c'est-à-dire la modification que vous faites dans le JavaScript là, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'avoir un fichier CSS en fait. JavaScript n'a rien à voir avec CSS. HTML aussi n'a rien à voir avec CSS. C'est chaque langage qui sont indépendants. Raison pour laquelle on les lit pour pouvoir travailler simultanément avec eux. Sinon, tout ce qui est fait ici, là, style.color blue, on n'a pas besoin d'avoir un fichier CSS pour que la couleur soit mise en bleu. C'est JavaScript qui met la couleur en bleu. Bien. Donc, on va faire un petit exemple. Hein, et donc, on va faire un petit exemple.
va faire un petit exemple là-dessus, sur la manipulation du DOM. Alors, OK. Bien. On va se faire un petit exemple là avant de se laisser. Et on termine JavaScript la semaine prochaine. Donc, on va faire un petit paragraphe. Même avant, je vais créer un petit P, OK, pour lequel je vais mettre bon, bonjour. Bonjour ici. Et ici, un autre paragraphe. Comment ça va? Midi. Avec un paragraphe. Hello. Et un autre paragraphe euh, pour le JavaScript. Et on va manipuler le DOM. OK? On va manipuler le DOM ici. Donc, si je fais document, je crée une variable div, pardon, P, dans laquelle je mets document query selector P, parce que je vais sélectionner P, et que je fais console.log pour afficher dans la console le paragraphe que j'ai sélectionné là. OK? Voilà. Vous voyez bien la console. Ça m'a envoyé le premier paragraphe qui est là, le premier P. Et c'est ce que je vous disais. Lorsque vous faites query selector, il va ramener que le premier paragraphe. Enfin, le premier élément sur lequel vous avez fait le query selector. Pourtant, tous les autres sont des paragraphes, mais il n'envoie que ça. Si je veux tout sélectionner, je vais faire query selector all. Mais bon, on va dire par exemple que j'ai récupéré le premier paragraphe. Donc, le premier paragraphe là, je veux lui donner une couleur rouge.
Et vous voyez, c'est JavaScript qui a changé la couleur et pas CSS. OK? Donc, p.style.color red, ça veut tout simplement dire que le paragraphe que tu as récupéré, je veux que tu lui ajoutes une couleur rouge. Et c'est fait dynamiquement avec JavaScript. Vous voyez? Bien. On va dire que je vais tout récupérer maintenant. Let all p égale à document.query selector all de p. Et si je fais console log de all p, là maintenant j'aurai tous les paragraphes. Vous voyez? Et c'est un objet de type node list, comme je vous avais dit. Et on a les 4 paragraphes qui sont là. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc le quatrième qui est là. JavaScript. Voilà. Donc, si tout de suite là, je fais allp.style, .color et que je mets green, donc en vert, vous voyez, je vous ai dit, Dumba couleur rouge. Ouais, un peu non. Dumba couleur rouge même. Je vous ai dit, ça ne va jamais marcher. Parce que là, on est sur un objet. Il faut parcourir l'objet. OK? Il faut parcourir l'objet. Donc, on va faire for let y in all p. Vous pouvez utiliser for each si vous voulez aussi. OK? Et là maintenant, si je fais console.log, de y, pardon, c'est all py. Voilà. C'est un tableau. Voilà. Vous voyez, j'ai mes différents éléments. 1, 2, 3, 4. Ils sont tous là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, maintenant, si je fais point style, point color, pardon, là, je suis dans le console log. Okay. Donc, si je fais all p y, point style, point color, red, et voilà, j'ai tout qui est en rouge. Alors, là, ça envoie une erreur parce qu'effectivement, lorsque vous faites, si vous avez vu tout à l'heure, lorsque vous faites ça, all py comme ça, vu que c'est un objet, il ne va pas envoyer que les éléments. Il envoie d'autres choses. Vous voyez, il envoie même les fonctions. Et sur les fonctions, on ne peut pas ajouter de couleur rouge, raison pour laquelle il envoie l'erreur. Mais ça, ce sont des comportements atypiques de JavaScript. Sinon, vous avez bien vu que les couleurs se sont mises en rouge. L'erreur qui s'affiche, c'est parce qu'en fait, quand vous faites le for in, au lieu d'envoyer que les éléments dont on a besoin, il envoie aussi les différentes fonctions qui sont contenues dans l'objet. Voilà.
Ouais, tous ces trucs-là, entries et tout, il les renvoie. Voilà. OK? Voilà. Donc, normalement, je pense bien que si on utilise for each, on n'a plus cette erreur. For each, euh, la fonction. OK. Et je fais elt.style.color green. Voilà. Vous voyez que là, on n'a plus cette erreur-là. Voilà. Et tous mes textes sont en vert maintenant. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir un CSS lorsque vous manipulez le DOM avec JavaScript. Vous voyez là, j'ai supprimé mon CSS, mais c'est toujours vert. Parce que le style là n'est pas mis avec CSS. Le style est mis avec JavaScript. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que vous avez des questions? Nous terminons JavaScript la semaine prochaine avec les 14 dernières pages. Il nous reste 14 pages à consommer pour la semaine prochaine. Et bien sûr, le projet en JavaScript. Ça, j'avais oublié. Mais je pense qu'on va finir. On va finir HTML, CSS et on va faire un gros projet dans lequel il y aura JavaScript, PHP et MySQL. Voilà. Donc, parce que là, on a pris un peu de retard. Donc, on va continuer le cours. On va faire les exercices. Et à la fin, on va faire un big projet avec les mêmes groupes dans lequel il doit avoir JavaScript, PHP et MySQL. Voilà. Donc, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Réviser, je vais déjà envoyer les exercices. Oui, la vidéo sera envoyée. Ça, c'est normal. Voilà, c'est normal. Donc, on avait déjà ceux qui ont rejoint après, c'est M. Fares et M. Yoro. OK, donc on va vous ajouter à la liste de présence. Et puis, voilà. Donc, là, moi, je vous envoie la vidéo ce soir. Les exercices, moi, je dose. Voilà, c'est en faisant des exercices forts qu'on devient fort. Voilà. Il y a un adage qui dit c'est en faisant des choses faciles en faisant des choses difficiles que la vie devient facile. Et en faisant des choses faciles que la vie elle est difficile. Voilà. Si vous voulez que la programmation soit facile pour vous, il faut faire des choses difficiles. Super. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour les exercices avec la vidéo du jour. D'ici là, portez-vous bien et on se donne donc rendez-vous le week-end prochain pour terminer avec JavaScript. Et voilà. Donc, merci à ceux qui étaient présents, M. Guy, M. Atron et les autres.